Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes à la deuxième partie de notre séminaire. Donc, cette deuxième partie, comme nous l'avions dit et vous l'avez constaté dans notre communication, sera tenue en langue française, mais il y aura la possibilité pour ceux qui ont l'intention d'écouter en anglais, donc de faire le choix et d'écouter cette partie en anglais. Alors, cette partie est organisée, comme nous l'avons dit, en partenariat avec Share Africa, qui est une institution qui tient, comme l'a dit son directeur général, qui tient compte des sujets qui importent pour le continent africain. Nous avons ce soir avec nous Madame Kadissatou Sherif, qui est la directrice exécutive, qui va donc nous faire l'honneur de présenter cette deuxième partie. Madame Kadissatou, vous avez la parole. Merci. Merci Palais pour cette belle introduction. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie pour le panel sur l'entrepreneuriat féminin. Comme Arnaud Ventura l'a annoncé au début, Share Africa, nous sommes une initiative qui vise à promouvoir le meilleur de l'Afrique en mettant à l'honneur les talents créatifs, entreprenants et innovants du continent et de sa diaspora. Nous avons particulièrement à cœur de relayer les initiatives notamment portées par des femmes, quand on sait le potentiel qu'elles représentent pour notre continent. Surtout, l'activité de ces femmes génère des bénéfices considérables pour l'Afrique, que ce soit en termes économiques, mais surtout sociaux. L'encouragement de l'entrepreneuriat féminin est donc une manne inépuisable de ressources pour tout un continent. Je vais maintenant laisser la parole à Daniel Brown, journaliste et reporter international, coordinateur éditorial à HEC Paris, pour vous présenter les femmes au parcours exceptionnel qui ont accepté de nous parler de leurs expériences. Bonsoir et merci pour l'introduction. Bienvenue à toutes et à tous pour 75 minutes qui promettent, je pense, d'être aussi dynamiques et riches que les réalités de l'entrepreneuriat au féminin sur le continent africain. Je vais tout de suite arrêter mes petits rappels. Je m'appelle Daniel Brown, je suis le chef d'édition à HEC Paris, une sorte de journaliste maison. Auparavant, j'étais journaliste à Radio France Internationale et ainsi j'ai pu sillonner l'Afrique et couvrir plusieurs exemples d'initiatives entrepreneuriales parmi les femmes, que ce soit la reconversion des femmes excisseuses en stylistes au Mali ou bien la gestion d'un des plus grands marchés de pagne du continent, d'Antokpa à Cotonou au Bénin. Et dans mes 5 ans ici à HEC Paris, j'ai pu aussi témoigner des talents des entrepreneurs de la diaspora africaine. Vous pouvez peut-être lire quelques exemples dans notre newsroom HEC sur notre site. Ce soir, nous avons un fabuleux panel grâce auquel nous allons mieux connaître le rôle clé des femmes entrepreneurs sur le continent. 5 panélistes dont je pense nous allons afficher les noms et les fonctions. Je les présenterai au fur et à mesure de la soirée et je ponctuerai l'échange au milieu et à la fin du débat pour vous donner le temps pour poser des questions qui certainement vous brûleront les lèvres. Mais tout d'abord, place à 2 porteuses de projets du programme HEC Stand-Up, car il est de la tradition d'Africa Days d'ouvrir nos portes à des jeunes entrepreneurs femmes, souvent issus de la diaspora africaine en Île-de-France. Voici 2 beaux exemples présentés dans un temps record par Anne-Jennifer Chicou, qui a créé Domboa, et Khadija Mageraga, fondatrice d'Okandi. Ce sont 2 entrepreneurs certifiés par le programme Stand Up et je vais passer la main tout de suite à Anne-Jennifer Chicou. Super. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Super, donc bonjour à tous, je m'appelle Anne-Jennifer Chicou, je suis d'origine camerounaise et béninoise et je suis la fondatrice et la présidente de la société Omboa dont je vais vous parler dans quelques instants, enfin tout de suite. Alors, est-ce qu'il y a des slides ou pas du tout? Je ne suis pas sûr si… Je pense qu'il y a un slide qui a été prévu. Bon, sinon, je peux faire sans, c'est pas grave.
Bon, je vais faire 100. Alors, avant de commencer, je voulais vous raconter une petite histoire qui explique un petit peu comment est né le projet Omboa. Alors, il y a quelques années, je suis allée chercher ma petite sœur à l'école et je l'ai récupérée en larmes. Quand je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle pleure, elle m'a expliqué qu'elle pleure parce que sa copine lui a dit qu'elle ne pouvait pas être la Reine des Neiges, parce que la Reine des Neiges, elle n'est pas noire et que les Noirs, ça ne peut pas être des princesses. Pour la réconforter, je lui ai expliqué que si, les Noirs pouvaient être des princesses et que pour preuve, il y avait des princesses en Afrique, mais que ça, sa copine ne le savait pas. Ces mots, qui ont été dits de façon totalement innocente de la bouche de cette petite fille, mettent pourtant l'accent sur un problème de société qui est majeur, qui est celui du manque de représentation et de valorisation des cultures minoritaires, et notamment des cultures africaines, dans l'espace public. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Omboa, justement, pour transformer les représentations et l'image qu'on peut avoir de l'Afrique grâce à des ateliers créatifs, culinaires et artistiques qui vont être animés par des femmes issues de la diaspora. Aujourd'hui, on propose 3 catégories d'ateliers, des ateliers autour de la gastronomie africaine et caribéenne, des ateliers autour de l'artisanat africain et des ateliers autour des arts primitifs. Nos ateliers, on les propose à la fois en B2C, dans le cadre d'activités de loisirs, pour changer un petit peu les mentalités, mais également en B2B, auprès d'entreprises, pour leur permettre de parler de sujets tels que la diversité et l'acceptation de l'altérité, et également leur permettre de booster leur créativité et d'innover tout en abordant les sujets de la diversité. Donc voilà, en gros, mon projet. Merci beaucoup. En temps record, comme je disais, mais je suis sûr que sous ce bout de l'iceberg, il y a énormément de travail et d'informations à partager. Donc, tout de suite, je me tourne maintenant à Kudieji Magiraga et pour nous présenter donc ce projet fabuleux qui s'appelle Okandi. Est-ce que Kudieji, tu es parmi nous? Oui. Alors, oui, je suis là. Vas-y alors. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Kudieji Magiraga, la fondatrice d'Okandi. J'ai participé à la promo 2021 d'HEC Stand Up et je suis très ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Okandi propose des infusions de plantes africaines à base de vétiver en sachet réutilisable, cet héritage. Donc, je suis mariée, maman et d'origine malienne. Et en fait, au Mali, on a pour tradition d'offrir la racine de vétiver aux jeunes mariés. Et je n'ai pas échappé à cette règle. Donc, j'ai eu une racine de vétiver par ma maman. On va m'expliquer tous les bienfaits et les vertus, notamment un effet détox très important. Malheureusement, ce n'est qu'à ma grossesse, à ma 2e grossesse, que j'ai utilisé cette racine. Cette forme brute empêchait son utilisation régulière, donc j'ai commencé à la couper en morceaux pour la mettre dans un filtre à thé. Et donc, j'ai mis en place un conditionnement beaucoup plus pratique qui a permis une utilisation plus régulière. Donc, c'était une petite innovation pour moi, mais le début de Okandi, car j'ai décidé d'en faire une entreprise. Donc, Okandi propose des infusions de plantes africaines en sachet réutilisable. Donc, on a décidé d'allier 2 mots, tradition et modernité. Donc, c'est pour permettre, grâce à ces plantes, ces écorces et ces racines 100% africaines, de pouvoir les consommer à tout moment. Donc, aujourd'hui, Okandi est disponible sur 3 sites Internet, dont 2 marketplaces et une boutique physique sur Paris. Et lors du lancement au Food Temple africain en septembre 2020, on a pu vendre une centaine de boîtes. Aujourd'hui, mes clientes achètent et reviennent parce qu'elles peuvent consommer ces infusions en tout lieu et en toutes circonstances. Elles apprécient les bienfaits et les vertus. Et pour des personnes qui vivent en dehors du continent, ça leur permet de garder un lien. Donc aujourd'hui, les femmes sont les principales consommatrices d'Okandi. Et c'est tout naturellement que j'ai voulu les associer à ce projet en mettant en place une stratégie qui me tient à cœur, créer de l'emploi au Mali. Donc, on a pu créer de l'emploi au Mali et maintenant on travaille sur la mise en place d'une coopérative qui va permettre d'accompagner ces femmes, d'améliorer leurs conditions de vie et permettre aussi une indépendance financière. Donc aujourd'hui, pour le développement d'Okandi, je cherche des partenaires industriels pour augmenter ma production et également des partenaires financiers pour la mise en place de coopératives. Donc voilà, c'était Kudieji, la fondatrice d'Okandi, et je vous remercie pour votre écoute. Merci Anne-Jennifer Chicou et Kudieji Magiraga. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez bien, de laisser un lien pour que tous l'audience puisse, ceux qui
sont intéressés puissent connaître un peu plus vos initiatives, vos projets et votre société, vos sociétés. Il faut savoir d'ailleurs qu'en 2021, Stand Up prépare l'internationalisation de son programme, notamment en Italie et en Côte d'Ivoire. Dans cette dernière, à Abidjan, ce sera la première formation HEC Stand Up en Afrique qui sera lancée en début 2022. Sans plus attendre, tournons-nous à notre débat de la soirée, l'entrepreneuriat au féminin en Afrique, dont voici encore, j'espère, les noms des participants. Leurs propos seront riches et foisonnants, j'en suis sûr, et je vous invite à nous envoyer des questions et remarques au chat que Kadissa Chérif évoquera au fur et à mesure de l'échange. Alors, qui choisir pour démarrer cet échange? Vu la qualité des intervenants, j'ai décidé de lancer la table par ordre alphabétique et vous allez découvrir leur parcours au fur et à mesure. Nous allons donc commencer avec vous, Esther Dassanou. Si vous voulez bien, vous êtes coordinatrice du programme Discrimination positive en matière de financement pour les femmes d'Afrique. Assez long comme nom, le BAD a donc décidé de faire un sigle en anglais, AFAWA, pour faire court. Cette initiative tente de réduire le déficit de financement de 42 milliards de dollars américains qui pèse sur les femmes entrepreneurs d'Afrique. Vous allez nous expliquer comment vous espérez le réduire donc, mais aussi nous aimerions être éclairés par la question de l'accès au financement des femmes entrepreneurs. En effet, une étude l'année dernière par la Fondation Women in Africa Philanthropy, Roland Berger, décrit ce qu'elle appelle un véritable parcours de combattant des femmes entrepreneurs pour avoir ce financement pour leurs entreprises. Alors, comment AFAWA tente de redresser ce parcours? Merci beaucoup, Daniel, et aussi merci à Africa Days pour cette opportunité de participer à cet intéressant panel et surtout bravo aux femmes entrepreneurs aussi qui ont partagé leurs activités. C'est vraiment une fierté de voir tout ce qu'elles peuvent faire. Donc, AFAWA, rapidement, comme vous l'avez dit, c'est une initiative panafricaine de la Banque africaine de développement, justement, pour accélérer la croissance des femmes entrepreneurs en Afrique et leur permettre de jouer le rôle économique qu'on sait qu'elles peuvent jouer, qu'on sait du moins, pardon, qu'elles peuvent jouer, tout en les aidant à accéder certainement au financement, mais aussi à accéder aux connaissances nécessaires pour leur permettre de gérer des entreprises qui vont inciter les institutions financières à prendre le risque. Parce que le problème auquel font face les femmes entrepreneurs en Afrique commence d'abord par là. Les institutions financières les voient comme étant trop petites, trop risquées, n'ayant pas les moyens nécessaires ni la structure, la meilleure structure, si vous voulez, pour que ces institutions financières puissent investir et assurer surtout un retour sur leur investissement et qui, du coup, font qu'elles ont tendance, si vous voulez, à être très réticentes quand il s'agit de prêter à ces entreprises-là. Il y a aussi un problème au niveau de l'environnement des affaires. Les politiques qui sont en place très souvent ne sont pas inclusives. Je prends un exemple. Le problème de la garantie pour un prêt pour un entrepreneur ou une PME en Afrique est très différent si on parle à un homme que quand on parle à une femme. Pourquoi? Parce que la garantie, très souvent, qui est la plus utilisée et la préférée des institutions financières, très souvent est le titre foncier ou la propriété, ce qui est exactement ce que les femmes entrepreneurs n'ont pas. Et donc, dès le moment où le régulateur, qui très souvent est la banque centrale, demande à ce qu'une banque commerciale de la place ou une institution financière qui va prêter de l'argent doit avoir ou demander à l'emprunteur de présenter comme garantie un titre foncier,
automatiquement, quelque part, on met la femme entrepreneur de côté. Donc ça, en tant que tel, c'est un problème pour la femme entrepreneur. En plus de ça, d'une manière ou d'une autre, on a toujours le souci de ce qu'on appelle le, comment dirais-je, Old Boys Club, donc le club des hommes. Les hommes ont tendance à pouvoir se rencontrer, à pouvoir partager leur expérience, leurs projets futurs, à créer des connexions. Pour les femmes, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'elles ont un rôle à jouer à la maison, dans la société, qui font que quand les hommes ont le temps d'aller se rencontrer, les femmes ne l'ont pas. Et donc, du coup, ça limite aussi leur capacité de vraiment accéder à des opportunités qui pourraient emmener leur entreprise à un autre niveau. Donc, grosso modo, si vous voulez, voici le parcours du combattant auquel ces femmes entrepreneurs font face et qu'à travers AFAWA, vraiment, nous essayons de répondre. Donc, pour nous, c'est de travailler avec les institutions financières pour les aider à mieux comprendre le marché féminin, mettre des outils d'investissement et de financement en place auxquels les femmes pourront accéder, travailler avec les membres du gouvernement et les différentes agences gouvernementales pour revoir toutes les politiques et nous assurer qu'elles sont inclusives, mais aussi renforcer la capacité des accompagnants de l'entrepreneuriat féminin. Donc, les associations de femmes entrepreneurs, les incubateurs, les accélérateurs, etc., afin qu'eux puissent rajouter quand même ou apporter une meilleure valeur ajoutée aux femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent être compétitives et que les institutions financières puissent prendre le risque. Donc, voilà. Merci beaucoup, Esther. Vraiment, par Esther Dassanou, beaucoup d'éléments que vous nous avez donnés déjà. On reviendra dessus, mais maintenant je me tourne à Rebecca Enonchong. Par où commencer? Vous avez fondé AppsTech et IO Spaces ces 2 dernières décennies et vous êtes connu pour votre engagement dans la promotion de la technologie Made in Africa. Forbes vous a listé comme une des 10 female tech founders to watch in Africa. Mon franglais qui sort, hein, c'est ma langue maternelle, c'est l'anglais, comme vous avez peut-être deviné. Et vous figurez dans le classement des 50 Africains les plus influents de Jeune Afrique. You must be doing something right, comme on dit. Quels ont été cependant les obstacles que vous avez dû surmonter en tant que femme entrepreneur camerounaise pour arriver à ce sommet? Merci beaucoup pour cette introduction. Effectivement, j'ai commencé, moi, ma société aux États-Unis. Et pas en Afrique. Et je pense que je ne suis pas sûre que j'aurais pu la commencer en Afrique à l'époque. Déjà, aux États-Unis, c'était extrêmement difficile. Le milieu de la technologie est dominé par les hommes, comme dans le reste du monde, et les hommes blancs d'abord. Donc, j'étais et une femme, et noire, et étrangère. Donc, disons que il y avait plein d'obstacles, mais je pense qu'en commençant mon entreprise, je n'ai pas regardé ces obstacles. Je n'y ai pas pensé, en fait. Je pense que la technologie, c'est un grand égalisateur. Et donc, on met le produit devant. Et si le produit il est bon, quand on prend son téléphone et on télécharge une application, on ne regarde pas si c'est une femme ou c'est un homme, on ne regarde pas qui a créé l'application. Plutôt, on regarde est-ce qu'il y a de la valeur ajoutée. Et donc, je pense que dans la création et dans le début de mon entreprise, j'ai pu surmonter les obstacles parce que j'ai mis mon produit en avant. Et j'avais d'abord créé toute une image un site Internet où on ne montrait pas qui étaient les responsables. Donc, je vendais le produit qui était la société et non moi. Je ne me mettais pas à l'avant. Ma carte de visite pendant les premières années, les 2 premières années, n'avait pas de titre. Donc, je pouvais très bien être
un ingénieur un jour, un commercial un autre jour, être des achats une autre fois pour négocier un contrat. Et donc, je ne voulais pas me contraindre, avoir à justifier, à prouver, parce que très souvent, pendant des années, pendant peut-être les premières 10 années, on ne voulait jamais croire que c'était mon entreprise. Il y avait toujours quelqu'un, et si j'étais avec un homme, qu'il soit blanc, noir, quelles que soient les circonstances, les gens automatiquement essayaient d'échanger des cartes de visite, etc., avec mes employés, en fait. Et moi, j'étais là comme, je ne sais pas, comme assistante. Mais donc, je pense que c'est surtout surmonter la perception, mais il n'y a pas, je vais dire que dans les faits, on a les mêmes difficultés. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur africain, tout est difficile. C'est extrêmement difficile. Et donc, quand on ajoute à ça le problème du genre et la manière dont on est perçu dans la société, je pense que c'est juste un challenge en plus. Ouais, donc vous êtes une vraie caméléon, surtout au début, en tout cas, pendant 2 ans. Peut-être c'est l'anonymat de l'Internet qui semble vous avoir aidé pour transgresser ces grands défis. Nous en reviendrons certainement. Je me tourne maintenant au seul homme sur le panel, Christian Camaillou. On ne vous présente plus dans ce petit monde d'HEC et sa diaspora et ses amis. Tu es fondateur de My African Startup, c'est la première plateforme africaine qui facilite la mise en relation des startups avec le grand public, les médias et surtout avec les investisseurs. On te surnomme maintenant le chasseur des startups innovantes. Et pour savoir pourquoi, je vous invite tous à aller au site myafricanstartup.com. C'est là où tu as publié en 2017 le palmarès des 100 startups africaines les plus prometteuses, fruit d'un périple de 3 ans dans 32 pays africains. On attend la suite avec tous les 50. Mais ma première question, Christian, pour venir au thème du jour, c'est parmi ces 100 startups, combien sont dirigées par des femmes? Bonsoir Daniel. Bonsoir. Merci. Tu vas être déçu. Tu vas être déçu parce que, en effet, il s'agit d'un palmarès de 100 startups africaines qui a pour objectif d'être publié chaque année. Je précise, je vais faire une petite correction. Il ne s'agit pas des 100 meilleures startups africaines. Il s'agit de 100 startups africaines que l'on trouve comme étant innovantes et susceptibles d'intéresser des investisseurs. Dans la première édition de ce palmarès, malheureusement, nous avions 11% de femmes. Uniquement 11%. Dans la deuxième édition de ce palmarès, le chiffre a légèrement grimpé pour arriver à 12%. C'est-à-dire que, voilà, évidemment, on considère que tout cela n'est pas satisfaisant. Alors, ce que j'ai fait, puisque tu m'as invité à cette conférence, j'ai lancé un petit sondage auprès de la communauté des startups que nous avons rencontrées durant les 3 dernières années. Ce qui était très intéressant, c'est-à-dire on a posé un certain nombre de questions, des questions relatives à un sondage qui avait été fait par la banque HSBC. Et on s'est posé la question, HSBC à l'échelle mondiale, et on s'est posé la question de savoir si les résultats allaient être identiques pour la communauté My African Startup. Les résultats sont les suivants. La moitié des femmes entrepreneurs disent qu'elles sont victimes de biais relatifs à leur genre, donc le fait qu'elles soient des femmes. Et la plupart d'entre elles, en fait, cela se concrétise pour elles
par exemple, dans le cadre d'un processus d'investissement, de recherche de financement, des questions qui peuvent être liées à leur famille, des questions qui peuvent être liées à leur crédibilité en tant que chef d'entreprise, ou encore des questions qui peuvent être liées à leur aversion ou pas par rapport au risque. Donc moi, j'ai trouvé tout cela très, très, très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, lorsque l'on parle d'Afrique, c'est de pouvoir comparer par rapport à ce qui se passe dans d'autres écosystèmes. Hein. Par exemple, dans l'écosystème français que je connais bien. Il y a une étude qui avait été lancée récemment. Les conclusions de cette étude disaient que, par exemple, en France, il y a 5% des startups qui ont des équipes féminines. Il y a 10% des startups françaises qui ont des équipes mixtes. Et les femmes entrepreneurs sont en France uniquement 2% à concrétiser leur levée de fonds avec des tickets moyens d'investissement qui sont 2 fois moins élevés que pour les hommes. Donc, je pense que les disparités que l'on peut observer ne concernent pas uniquement l'Afrique. Je pense que ces problèmes de genre concernent également d'autres parties du monde. Les femmes entrepreneurs sont non seulement dans certaines parties du monde moins nombreuses que les hommes. Bon, le cas de l'Afrique est un petit peu différent parce que l'étude de Women in Africa montre qu'elles représentent 24% d'entre elles entreprennent. Donc, l'Afrique est dans une situation un petit peu différente, mais ce que l'on peut observer, c'est que l'accès au financement est beaucoup plus compliqué. Elles ont, voilà, je dirais, entre 30 et 50% moins de chances d'avoir accès au financement. Ce que je trouve intéressant, et c'est pour conclure, c'est que aujourd'hui, nous sommes, là, actuellement, je suis à Paris, et pour corriger, par exemple, ces disparités entre les hommes et les femmes, il y a plusieurs moyens. Par exemple, dans certains cas, la loi peut être une solution. Aujourd'hui, par exemple, à l'Assemblée nationale française, c'est un hasard de l'actualité, il y a une proposition de loi qui entend bousculer, qui a été déposée aujourd'hui, qui entend bousculer les inégalités entre les hommes et les femmes en imposant, je dirais, une proportion de femmes dans les comités de direction d'entreprise. Là, dans ce cas, effectivement, c'est la loi qui pourrait permettre de corriger les inégalités dans des entreprises, mais malheureusement, ce type de dispositif ne peut pas s'appliquer à l'entrepreneuriat. Et voilà, donc l'entrepreneuriat, c'est la personne qui part d'une idée pour mettre en œuvre, un projet. Et il est beaucoup plus difficile de pouvoir faire appel à des lois ou à des réglementations pour corriger des inégalités. Merci beaucoup Christian pour ces éclaircissements. Oui, effectivement, je suis déçu, 11 à 12% des startups en Afrique sont des femmes, mais on va voir comment certains des défis que tu as évoqués… Attention, pas en Afrique. Hein. Dans les 100 startups. Exactement. Les plus innovantes, mes excuses. Au contraire, là, le chiffre que tu as donné pour l'Afrique, c'est plutôt 24%. Je me suis mêlé les pinceaux. Merci encore et on va voir comment ce bilan difficile néanmoins pour l'acheminement par exemple des finances peut être relevé
Une solution que tu as touchée, sur laquelle tu as touché, c'est l'engagement politique ici en France. Et d'ailleurs, tu m'as parlé d'un formidable projet, on reviendra dessus, qui va faire du bruit. Je me tourne maintenant à Laureen Kwasi-Olsen. Vous êtes fondatrice de Birmingham Ventures. C'est une entreprise qui est toute neuve, car elle a été lancée il y a seulement 2 semaines. Advanced Media vous a identifié comme l'une des femmes africaines les plus influentes dans la catégorie Business Leadership. Je vous ai dit qu'on a une belle brochette d'entrepreneurs avec un E. Vous menez cette venture entre Abidjan et Paris. Elle est dédiée à l'accompagnement opérationnel, stratégique et financier de marques de luxe et premium d'origine africaine. Mais vous offrez bien plus que ça, Laureen, j'ai pu lire. Peut-être brièvement, vous pouvez parler d'abord ce que les autres activités, consultations, etc. Laureen, est-ce que vous êtes là? Merci de me donner la parole. Merci de l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur l'entrepreneuriat féminin en Afrique. Disons qu'en fait, l'objet Birimian étant lui-même l'accomplissement en fait, d'un rêve, celui de donner le pouvoir en fait, aux femmes d'un point de vue entrepreneurial. Pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes une équipe 100% féminine. J'en suis la dirigeante et l'actionnaire majoritaire. J'ai avec moi une équipe de femmes expertes, expérimentées dans leur domaine d'activité respectif, qui sont la gestion de fonds, le marketing et le management de luxe, la gestion opérationnelle de marque et les arts visuels et artistiques. Et pour ça, c'était très important pour moi, d'emmener cette équipe exclusivement féminine sur ce beau projet entrepreneurial qui met aussi la lumière sur d'autres types d'entrepreneurs avec un S, qui sont des femmes essentiellement designeuses, donc créatrices, qui évoluent donc dans le milieu de la création. Donc finalement, Birimian, c'est une communauté d'investisseurs, une communauté de femmes, une communauté de marques et une communauté d'acteurs stratégiques de la scène créative internationale. Quel est notre objectif? C'est marrant parce que quand j'écoutais l'une des deux personnes qui ont présenté leur projet, elle a commencé par une histoire qui était très touchante, qui était finalement de dire qu'il était temps de changer l'image du continent par les Africains eux-mêmes, c'est-à-dire par nous-mêmes. Et c'est exactement ce que nous souhaitons faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous souhaitons démontrer que depuis le continent, il est possible de créer des objets d'exception. Il est possible de mettre en avant l'exception créative africaine. Et il est venu le temps, en fait, de changer notre narratif, notre histoire, depuis notre propre sein, en travaillant sur l'expertise, les savoir-faire, la tradition, l'héritage, la créativité de ce que nous avons de plus cher, qui sont nos diamants bruts, et afin de les transformer en joyaux qui auraient donc cette résonance et ce rayonnement à l'international. Donc, c'est vraiment ça. Et nous sommes ravis parce qu'effectivement, nous l'avons lancé il y a 2 semaines, mais avec de très, très belles perspectives et l'ambition, donc, justement, de changer le cours de notre histoire. Merci beaucoup. Pardon, je voulais être sûr que mon micro est bien attaché. J'ai un beau soleil africain qui est... Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, je pense. Merci beaucoup et j'invite toute l'audience à lire l'article que Quartz Afrique a fait sur cette jeune entreprise qui vient de commencer dimanche dernier. Donc, une vraie mission que vous êtes lancée pour changer l'image et le narratif, comme quoi on peut faire ça à travers l'entrepreneuriat. Notre 5e et dernière invitée panéliste, c'est Mbass Sen. Bienvenue. Votre entreprise Fox Group existe à travers ses 3 filiales pour répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des professionnels du BTT en matière de nettoyage, entretien, rénovation et sécurité. Très riche. Fox Group donc comprend 3 sociétés, Fox Multiservice, Fox Sécurité, Fox Bâtiment. Et vous l'avez lancé après 23 mois de formation Executive MBA ici à HEC.
Un des buts de votre entreprise, c'est de valoriser, surtout avec Fox Multiservice, le personnel du nettoyage. Les gens qui sont invisibles, que malheureusement les tâches les plus ingrates. Vous dites que c'est le hasard de belles rencontres qui vous a donné l'idée de lancer une entreprise spécialisée dans le nettoyage. Racontez-nous ces rencontres. Alors, donc, bonsoir tout le monde. Merci également à Africa Days de me donner l'opportunité de m'exprimer parmi les panélistes. Et puis félicitations, parce qu'il n'y a que de beaux parcours. Ça fait très, très plaisir, évidemment, issus de la diaspora. Donc, moi, j'ai commencé en fait ma carrière dans l'industrie en France et dans des fonctions financières. Donc, après une expérience chez PricewaterhouseCoopers et également en banque d'affaires, j'ai toujours voulu créer quelque chose. Je suis issue d'une famille d'entrepreneurs en Afrique. Donc, Fox est né de rencontres, d'une belle rencontre, notamment, j'en ai rencontré plusieurs, mais j'ai rencontré le patron d'une société de nettoyage qui s'appelle M. Georges Gilbert, malheureusement décédé, qui m'a donné envie parce que c'est un patriarche qui gérait une entreprise avec 3000 salariés, mais qui connaissait quasiment tous ses salariés. Et ces salariés étaient la plupart issus de l'immigration. Et des personnes qui n'ont pas eu la chance que nous avons, ils ne sont pas super diplômés, ils savent faire nettoyer. Et ce qu'ils savent faire, c'est nettoyer. Et comme malheureusement, c'est une fonction qui n'est pas très respectée, très valorisée, j'ai vu en ce monsieur, donc une personne quand même d'origine française, qui traitait ses salariés avec beaucoup de respect, beaucoup d'humanisme. Et je me suis dit, mais c'est ce que je veux faire. Je veux quitter mon monde de requin, entre guillemets, mais c'était un peu ça, et puis aller dans un monde un peu professionnel où je vais apporter des choses aux gens, où je vais me coucher un peu en ayant apporté quelque chose à l'humanité, en toute humilité, à mon niveau. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Fox. Je lui ai dit, mais dans le nettoyage, il y a quand même pas mal d'entreprises, c'est quand même un océan rouge, il y a trop d'acteurs. Et il m'avait répondu ceci, il m'a dit, vous savez, Mbass, le gâteau, il est tellement grand qu'il y aura la place pour tout le monde, il faut juste trouver votre créneau. Et donc, j'ai trouvé le nettoyage des chantiers. Et le nettoyage des chantiers, et écoutez, je suis très contente d'avoir choisi de travailler sur les chantiers parce que pendant la crise du Covid, les chantiers étaient ouverts. Les chantiers étaient non seulement ouverts et on nous a demandé des choses encore plus importantes que d'habitude. Donc, c'était une belle rencontre, en somme. C'est peut-être une question sur laquelle on va retourner, c'est l'impact du Covid pour vos visions et vos réalités. Nous avons fait un beau premier tour de table et maintenant j'aimerais me tourner avant d'un deuxième tour à Kadissa Cherif pour savoir un peu quelles sortes de questions ces riches échanges ont déjà provoqué pour notre panel. Kadissa. Merci Daniel. On a une question de Amadou Bayo qui nous dit « Quand on parle d'entrepreneuriat en Afrique, surtout l'entrepreneuriat féminin, on occulte souvent le secteur informel qui pourtant contient le plus gros contingent d'entrepreneurs, à savoir les vendeurs au marché, les petits producteurs, etc. Donc, selon lui, si on fait des statistiques incluant les secteurs formels et informels, on se rendra compte très vite que le nombre de femmes entrepreneurs est très élevé sur le continent. Sa question est la suivante. Le vrai enjeu ne serait-il pas de mettre en place des mécanismes, énergie, route en bon état, Internet, pour permettre à tous de mieux réussir leur journée entrepreneuriale? Peut-être une réponse de Rebecca Inonchang, comme c'est un peu technique. Merci pour la question. Effectivement, il y a un réel problème, c'est-à-dire que lorsque nous sommes je suis à Douala actuellement, mais lorsque les gens sont dans la diaspora, ils oublient, en fait, soit dans la diaspora, soit des personnes bienveillantes qui veulent faire des conférences en ligne, qui veulent faire des formations en ligne, qui veulent faire des réunions en ligne. Ils oublient que chaque seconde
chaque minute, elle est facturée à la personne qui participe à partir du continent. Et donc, moi, j'ai été coupée déjà 2 fois pendant cette conférence. Heureusement, pas depuis le début de quand on parle, mais on est tout le temps en train de regarder nos data pour être sûr que le plan ne s'épuise pas pendant l'appel. Et pour des millions et des millions de personnes, c'est un choix entre mon prochain repas ou cette conférence. Ce n'est pas, et donc il faut trouver des solutions. Et il y a des solutions. J'étais tout à l'heure en réunion avec le Sherry Blair Foundation for Women, qui a beaucoup de projets dans l'entrepreneuriat pour les femmes entrepreneurs. Et ils ont trouvé une solution au Nigeria où l'application mobile, elle est installée par l'opérateur. Donc, ils ont signé un contrat avec un opérateur et l'utilisation de l'application, elle est ce qu'on appelle zero rated. Ça veut dire qu'elle ne coûte pas, c'est-à-dire qu'elle ne consomme pas la data de l'utilisateur. Et je trouve des solutions innovantes comme celle-là, en partenariat avec des opérateurs telco, pourraient rendre plus available. Available. En franglais, c'est notre langue nationale ici au Cameroun. Donc, disponible à plus d'entrepreneurs. Aussi, je suis présidente de Tech Hub ici au Cameroun qui s'appelle Active Spaces, donc African Center for Technology, Innovation and Ventures. Et on vient d'ouvrir un nouveau centre dans une zone rurale à Bandanté, dans l'ouest du Cameroun. Et on a fait un projet, le premier grand projet qu'on a fait, c'est vraiment pour accompagner les femmes. C'était pour répondre à la première question, qui sont dans les métiers, par exemple, dans des salons de coiffure, des restaurants, donc qui emploient des personnes. Et l'une des choses que l'on a faites dans ce projet, c'est que toutes les femmes qui ont fait le programme, on leur a donné des smartphones. On leur a donné des smartphones et avec un accompagnement avec un partenariat avec Orange, on leur a mis le data, donc un abonnement data. Donc, tous les mois, elles ont leur data, elles ont leur téléphone et on leur a fait des formations pour comment faire parler de soi en ligne, des formations, comment ouvrir un compte Facebook, comment utiliser un WhatsApp pour business. Et donc, on leur a donné des outils numériques, même si elles sont dans un domaine non numérique, comment utiliser le mobile money, etc. Il y avait énormément de choses qu'on a pu leur apporter vraiment dans une zone rurale en utilisant la technologie comme outil, bien que ce n'est pas du tout des femmes qui sont dans le domaine de la technologie. Merci beaucoup Rebecca. Et toutes ces questions sont vraiment ouvertes pour les autres panélistes. N'hésitez pas à répondre. Est-ce que, Kadissa, il y a d'autres remarques ou questions? On a une autre question, oui, cette fois-ci pour Esther Dassanou. On considère que près d'un quart des femmes africaines sont entrepreneurs, représentant une part considérable du secteur des petites et moyennes entreprises en Afrique. Quels ont été les progrès observables aujourd'hui pour les intégrer au processus de développement du continent? Merci. Je pense déjà que rien que le fait de vouloir nous assurer qu'elles puissent avoir, 1, accès au financement, 2, accès aux connaissances, mais même 3, et pour lier ça à la question qui vient d'être posée juste avant, de nous assurer qu'elles puissent en fait passer du secteur informel au secteur formel. Et si vous voulez, quelques avancées sur ce sujet. Bon, est-ce qu'on y est tout à fait? Non, il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'on parle quand même d'un écart de 42 milliards de dollars et dépendamment, bien sûr, des régions. Parfois, l'écart est beaucoup plus large d'une région à une autre. Ce qui veut dire qu'il y a encore quand même des efforts à faire pour nous assurer que les femmes sont mieux intégrées. Cependant, quand je regarde 10 ans en arrière où
autant on ne parlait pas, si vous voulez, d'une inclusion financière ou d'accès au financement particulièrement pour les femmes et encore moins pour les PME. Les femmes étaient, si vous voulez, léguées au secteur de la microfinance. Donc, dès qu'on parlait d'entrepreneuriat féminin, c'était les femmes, elles sont dans la microfinance. Aujourd'hui, les institutions financières en Afrique, les banques commerciales en Afrique se rendent compte que quand même le marché féminin, l'entrepreneuriat féminin en lui-même est un marché porteur. Aujourd'hui, les institutions financières peuvent vous dire qu'il y a un certain pourcentage de femmes entrepreneurs dans notre pays, mais quand on compare ce pourcentage de femmes entrepreneurs avec les femmes qui sont présentes dans nos portefeuilles, on se rend compte qu'il y a tout un marché auquel on n'a pas accès. Et donc, on commence à voir des produits financiers qui sont ficelés rien que pour les femmes entrepreneurs, où il y a une communication quand même qui est là pour attirer justement la femme entrepreneur et pour l'accompagner dans sa croissance, ce qui n'existait pas avant. Et donc, aujourd'hui, on aimerait quand même que ce type de programme soit multiplié sur le continent, et aussi bien en Afrique anglophone qu'en Afrique francophone, qu'en Afrique du Nord, etc. Vraiment pour qu'on puisse voir quand même les femmes entrepreneurs grandir. Voilà. J'ai une question. À partir de quel moment commence la formalisation? Quel est que signifie la formalisation, en fait? La bascule entre l'informel et le formel. Est-ce que c'est disposer, être enregistré? Est-ce que c'est avoir un compte bancaire? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent, qui sont dans une activité informelle, ils sont bancarisés et ils utilisent, par exemple, leur compte bancaire pour leur activité informelle. Merci beaucoup, Christian, c'est vrai. En fait, pour nous, la formalité, elle est à deux niveaux. Le premier point, c'est l'enregistrement. Et très souvent, les femmes entrepreneurs ont tendance à fuir l'enregistrement. Et le problème qui se pose avec ça, c'est que maintenant, quand il faut les aider, il n'y a pas de données. Soit on ne sait pas où les trouver, ou alors on n'a pas les informations nécessaires qui nous permettent de réellement montrer que cette entreprise est une entreprise formelle. Ils ne veulent pas payer des impôts, c'est pour ça? Ils ne veulent pas payer des impôts, voilà. Donc, du coup, pour fuir les impôts, on ne s'enregistre pas. Mais le problème de ça, c'est que quand l'institution financière va vraiment vouloir maintenant vous considérer comme une entreprise et faire l'analyse financière pour le montant requis pour vous permettre de faire grandir votre entreprise, elle n'a pas d'information sur quoi se baser. Donc, ça, c'est le premier point de la formalité. Le deuxième, c'est justement la formalisation, si je peux dire, financière, c'est-à-dire s'assurer que, comment dirais-je, le point financier est là, que l'entreprise, quand même, est gérée d'une manière formelle, avec des statuts financiers bien clairs, etc., que la banque commerciale peut utiliser pour faire son analyse. Donc, si vous voulez, sans ces deux-là, c'est compliqué. Et la banque a fait l'expérience, justement, tout à l'heure, on parlait de Covid. Dès le moment où on s'est rendu compte que la pandémie prenait une certaine envergure sur le continent, la banque s'est rapidement déployée pour pouvoir créer des paquets d'assistance, si vous voulez, aux différents pays. Et dans ces paquets d'assistance, il y avait des composantes particulièrement pour les femmes entrepreneurs. Mais quand on est retourné vers les gouvernements maintenant pour leur demander « mais où est-ce qu'on en est ?» Mais c'était une catastrophe. Ils ne savaient pas comment arriver aux femmes entrepreneurs. Pourtant, l'argent était là. Donc, vous voyez, du coup, le problème de la formalité, quand même, devient même plus grand qu'on ne le pensait. Et aujourd'hui, c'est très important pour nous d'en prendre conscience et maintenant d'essayer quand même de trouver des mécanismes qui sont plus appropriés. Parce que si les entrepreneurs fuient le paiement de leurs taxes, c'est aussi peut-être parce que le processus en lui-même n'est pas approprié pour la situation dans laquelle ces entrepreneurs-là sont. Merci, Régine.
Pardon. Si je peux ajouter juste à la question de Christian, l'une des manières, je pense, avec le mobile money, on voit déjà dans le contexte européen-américain que les PME peuvent recevoir des prêts sur la base de leurs transactions dans leur système de paiement, comme Stripe, PayPal, etc., sans avoir à produire d'état financier, juste sur la base des transactions qui passent. Et je pense de plus en plus, on utilise le mobile money et ces comptes sont enregistrés, donc on sait à qui ils appartiennent, à des femmes par exemple. Pour les business, c'est des comptes séparés. Le plus on voit de transactions, ces transactions, donc les prêts peuvent passer en regardant les transactions de mobile money et en regardant ces opérations. Et comme ça, ces femmes n'auront pas besoin de produire des états financiers, etc. Et ça donne donc la possibilité à beaucoup plus d'entrepreneurs. Mais ça résout une partie du problème, parce que tu as les flux financiers, mais tu as aussi les données commerciales. Il faut les deux. Et ça va aussi. Pour la première fois, sur ce point, honnêtement, je vais partager mon... Vous m'entendez? J'ai une connexion très importante. Allez-y. Oui, on t'entend. Oui, il semble qu'on a perdu un des panélistes. Je voulais quand même me tourner à Laurine, qui, je pense, elle est peut-être plus. Est-ce qu'elle est toujours là? Il n'y a plus son image. Elle n'est pas là? Je ne sais pas, on ne l'entend plus, on voit son nom seulement. Laurine? Parce que je voulais, elle reviendra, j'ai une question importante par rapport aux différences entre les Afriques, l'Afrique anglophone, francophone et lusophone en ce qui concerne les femmes entrepreneurs, et elle est très bien placée pour répondre à ça. Mais je voulais évoquer ce que Christian, tu as parlé des difficultés énormes que les femmes ont pour avoir accès donc, au financement. Et ce qui, je trouve, est très ironique parce qu'on voit dans des études que les femmes remboursent. Elles sont un élément sécurisant pour les investisseurs, non? Ça, c'est une question pour tout le monde. Les études semblent montrer leur rigueur financière, leur investissement. Donc, il y a des bénéfices souvent importants. Et pourtant, les investisseurs ne semblent pas pris par cette réalité-là. Une question à tout le monde. Qui veut répondre d'abord? Moi, je voudrais bien partager en fait mon expérience sur ça parce que je trouve que c'est une grande hypocrisie. Et effectivement, donc je siège au conseil d'administration de plusieurs banques africaines dans lesquelles il y a effectivement cette volonté d'accompagner en fait des programmes entrepreneuriaux féminins, mais derrière, il y a toujours le réel enjeu des préjugés et de l'impact. C'est-à-dire que, bien évidemment, toutes les études que nous voyons démontrent, et notamment la SFI, la Banque africaine de développement, démontrent qu'en fait, les femmes ont une capacité, une relation au prêt beaucoup plus vertueuse. Donc, naturellement, elles sont beaucoup plus responsables dans leur relation au prêt. Ceci ne se transforme pas par une activité bancaire qui est essentiellement dirigée vers l'entrepreneuriat féminin. Et donc, derrière, il faut absolument que les institutions financières de développement, qui sont la Banque africaine de développement, et ce que vous faites, Esther, est juste remarquable, la SFI, Proparco et les autres, agissent de la même manière qu'elles ont agi sur la lutte anti-blanchiment d'argent, le financement d'économie verte, tout ça, c'est-à-dire qu'elles en fassent des priorités d'agenda pour les banques, qu'elles les obligent à avoir ce type d'activité, qu'elles mettent en place en face des mécanismes de sécurisation, de garantie, ce genre de choses qui vont donner la capacité, l'élan et l'appel des banques à aller vers ce qu'elles estiment être plus de risques. Parce qu'à la fin de la journée, c'est une relation risque-rendement qui malheureusement est totalement déconnectée et souffre de préjugés. Mais fondamentalement, il faut pouvoir obliger, accompagner, influencer les établissements bancaires dans leur stratégie de prêt à destination des femmes en mettant en place des programmes dédiés
ont des financements dédiés. Donc, on parle de lignes de financement vertes. On peut parler aussi de lignes de financement destinées aux femmes et avec les mécanismes de sécurisation et de profit sharing, donc de participation au risque efficients qui permettront donc d'agir comme un effet d'entraînement et une catalyse en fait du financement à destination des femmes. Et Laurine, est-ce que c'est le même partout? Parce que justement, vous êtes très bien placée en tant que quelqu'un qui a investi dans des marques au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin, je pense aussi dans un pays lusophone d'Afrique, entre guillemets évidemment. Est-ce qu'il y a des différences dans les attitudes aux femmes entrepreneurs en ce qui concerne le financement et puis une attitude plus générale dans vos opérations dans ces 3 orbites au monde d'Afrique? Oui, bien sûr. Et j'irai même plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, mon expérience d'investisseuse en capital investissement sur plus d'une décennie m'a permis de réaliser qu'en fait, effectivement, il y a 2 types d'entrepreneurs finalement. Les entrepreneurs féminines ont 2 caractéristiques. Malheureusement, elles ne croient pas suffisamment en elles pour pouvoir aller jusqu'au bout de leurs objectifs. C'est-à-dire qu'elles sont convaincues, elles ont une sorte toujours de complexe de l'imposteur, c'est qu'elles sont convaincues qu'elles ne sont pas à la hauteur et donc du coup qu'il faut qu'elles fassent plus que les hommes. Ce qui amène sur la 2e caractéristique, qui en fait est une conséquence de la première, mais qui pour le coup est un avantage, c'est-à-dire qu'elles sont très besogneuses. Et donc elles travaillent, je déteste ce genre de généralité, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'on met 2 profils entrepreneuriaux l'un à côté de l'autre, un féminin, un masculin. Le masculin va tendance à aller vers plus de risques, à foncer sans trop se poser de questions. Donc, du coup, on est sur des projets, des objets qui sont parfois très ambitieux, qui ont un énorme potentiel d'expansion, mais avec des zones de risque non maîtrisées. Pour autant, les profils entrepreneuriaux féminins seront plus travaillés, plus réfléchis, plus préparés et avec tout autant de potentiel d'upside, mais un risque d'exécution limité. Donc, finalement, on est toujours sur le même enjeu qui est celui de changer l'image et de modifier les préjugés. C'est-à-dire qu'il faut commencer à faire comprendre qu'un projet féminin n'est pas plus risqué qu'un projet masculin, ça reste un projet entrepreneurial. Et donc, à la fin de la journée, les modes d'accompagnement ne doivent pas différer parce qu'on est sur 2 types, certes, d'individus, mais à la fin de la journée, sur le même type d'objet, un projet entrepreneurial. Et donc, pour revenir à l'initiative Birimian, moi, ce que je trouve remarquable, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque je compare les designeuses et les designers, autant les designers, donc les marques, sont super organisées. Elles savent où elles veulent. Elles ont un angle business qui est très clair, avec une projection quand même articulée, une stratégie qui est tout aussi impressionnante parce que millimétrée en fait. Les designers sont beaucoup plus freestyle, c'est-à-dire qu'eux, ils ont leur talent, leur créativité, mais beaucoup moins organisés, structurés dans où ils veulent aller, mais pour autant, ils ont un succès qui est juste phénoménal parce qu'il n'y a pas cette remise en question permanente. Ça, donc en fait, quand vous regardez par exemple les prix LVMH, qui aujourd'hui ont de plus en plus de visibilité, les seuls designers qui ont été lauréats, ce sont donc africains, j'entends, ce sont des designers hommes. Il n'y a aucune femme africaine qui a postulé en fait, parce qu'elle ne s'estimait pas à la hauteur. Certains de ces designers, quand on regarde leur parcours, certains n'ont même pas de website, pas de followers, ils ont osé. Ce qui nous manque à nous, les femmes entrepreneurs, c'est l'audace. Il faut qu'on n'ose plus, il faut qu'on ait plus de confiance en nous et il faut qu'on aille beaucoup plus sur cette capacité à casser les codes sans pour autant se remettre perpétuellement en question. Alors, et surmonter cette autocensure, oui, pardon. Daniel, je voulais justement rebondir en fait sur cette catégorisation-là de femmes entrepreneurs en Afrique. C'est vrai que je pense que culturellement, elles sont beaucoup plus soumises, il faut dire les choses. Aujourd'hui, on est moderne, donc on essaie d'être au même niveau, mais culturellement, dans nos sociétés traditionnelles, c'est l'homme d'abord et la femme ensuite. Alors que ça, je trouve que ça vient quand même en contradiction avec ce qu'on voit, par exemple, au marché. Au marché, toutes ces dames-là que nous voyons, ce sont des entrepreneurs. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis-là, mais ce sont des entrepreneurs et en plus qui gèrent quand même, je trouve, bien leur petit business puisqu'elles sont là d'année en année. Et quand vous regardez bien, ce sont des femmes qui sont des soutiens de famille, qui sont des soutiens de scolarisation pour leurs enfants. Et donc,
en tant que petite fille, quand on va au marché, on voit quand même ces exemples d'entrepreneurs. Il y a aussi même un exemple qui est très connu, qui est celui des Nana Beans, hein, qu'on a connu il y a 40 ans. C'était des femmes entrepreneurs et qui étaient des femmes à succès. D'ailleurs, d'où leur surnom Nana Benz, parce qu'elles avaient toutes justement des Mercedes-Benz qui étaient signe extérieur de richesse et donc qui montraient qu'elles avaient bien réussi dans leur business. Donc c'est bizarre cette dichotomie entre ces femmes-là d'il y a 40 ans qui montraient qu'elles étaient bold, justement, qu'elles étaient courageuses, qu'elles osaient, et aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs dont vous parlez qui n'osent pas aller affronter soit les institutions ou même se mettre au niveau des hommes. Et peut-être que justement aujourd'hui, en tant que femme entrepreneur de la diaspora, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille peut-être légiférer, essayer de faire est-ce que les gouvernements ne doivent pas demander aux banques d'avoir un quota dans le cadre de leur RSE, par exemple, je lance des idées comme ça, hein, avoir un quota de femmes qu'ils aident pour dire que bon, nous, dans notre politique responsabilité sociétale, environnementale, on aide un certain pourcentage de femmes et puis communiquer vraiment sur des appels à projets de femmes pour que ces femmes-là se sentent appelées puisqu'elles n'y vont pas. Et est-ce qu'il ne faudrait pas faire est-ce que le lobby ne peut pas se pencher sur ce genre de choses pour aider ces femmes-là? Parce que je pense qu'il y a de super potentiel et que toutes ces femmes-là sont entrepreneurs, en fait. Oui, important de valoriser les qualités et puis retourner un peu peut-être pour s'inspirer dans des personnes il y a 40 ans, les Mama Benz sont peut-être les plus connus, notoires pour avoir réussi. J'aime bien cette citation de l'ancien mannequin Laetitia Incho-Traoré qui a créé le groupe Addict, secteur de service, et qui a dit, encore une fois, pour valoriser, j'estime que les femmes font plus attention aux détails. À compétences égales, je prendrai toujours une femme. Et vous, est-ce que vous trouvez dans vos secteurs respectifs que la question de détail, un œil féminin se pose? Bon, moi, je ne sais pas, hein, parce que bon, nous, dans l'entreprise donc, de nettoyage, donc c'est très stéréotype, hein, mais vous allez m'excuser ce stéréotype, c'est que j'ai des hommes sur les chantiers qui font le gros et quand il faut faire la livraison finale, j'aime bien faire venir des femmes qui ont un sens du détail. Mais encore une fois, on parle de ménage, donc c'est très stéréotypé. Et j'aime pas trop dire ça, mais c'est une réalité parce qu'elles voient des choses que ne verraient pas la plupart des hommes. Après, il y a quelques hommes qui font exception hein, quand même. Mais voilà, donc moi, dans mon activité, c'est sûr et certain que, voilà, et mesdames, elles sauront de quoi je parle. Hein. Voilà. J'aimerais quand même revenir à une question que Laurine, tu n'as pas tout à fait répondu. Et je me permets maintenant de vous tutoyer. J'ai l'impression de vous connaître et je suis un peu anglo-saxon à l'âme quand même. Et je vais me tourner à Rebecca et Nanchang parce que le Cameroun est multilingue comme la plupart des pays en Afrique, mais voilà, officiellement anglais et français. Et j'avais posé la question à Laurine, est-ce qu'il y a une différence dans les réalités et les défis de femmes entrepreneurs dans le monde anglophone, lusophone et francophone de l'Afrique ou pas? Est-ce que c'est un fantasme que certains ont? C'est identique partout. J'avais posé cette question à Laurine puisqu'il y a des investissements au Ghana et Bénin, par exemple. Donc, les réalités doivent être différentes. Mais est-ce que c'est une question de culture anglo-saxon et une question et francophone ou pas? Christian, ayant sillonné 32 pays en Afrique, toi aussi, j'imagine, tu as un regard sur ça. Ou est-ce que je suis à côté de la plaque? Personne ne veut répondre. Oui. Non, en fait, je veux bien répondre. Je veux bien répondre, surtout que je pense que justement, moi, je suis anglophone, camerounaise.
mais je vis à Douala, donc du côté francophone. Et notre Tech Hub, ici au Cameroun, en fait, il y en a plein, mais celui dont je suis la présidente, a commencé d'abord dans la zone anglophone, dans ce qu'on appelle Silicon Mountain à Boya. Et je pense que ça a été jusqu'aux événements récents de la guerre, l'épicentre des startups, de la communauté, de l'écosystème des startups du Cameroun. Et je pense que la langue, pas seulement la langue, mais la culture des affaires, la manière de faire, a fait que ça commence là-bas. Et je pense qu'il y a eu une certaine colonisation où, parce que Boya, c'est une toute petite ville et les gens se sont déployés beaucoup sur Douala quand leurs entreprises grandissaient. Je pense qu'il y a eu donc beaucoup d'entrepreneurs du côté francophone qui ont adopté beaucoup de manières, de façons de faire des anglophones. Mais ce que je trouve, ayant travaillé dans des pays anglophones et francophones, c'est que le francophone est beaucoup plus formaliste. Il va sortir un business plan de 30 pages. Il va avoir ses statuts, il va avoir tout ça, mais il n'aura pas de produit. Et vraiment, c'est typique. Hein. Vraiment, c'est du typique. Je ne le dis pas à tout le monde. C'est vraiment de la généralisation. Tandis que l'anglophone, il aura un pitch deck, si c'est déjà beaucoup, mais déjà, il a une idée de son business model, mais il n'a rien enregistré, il n'y a pas de business plan, mais il a un produit. Et donc, je trouve que dans la zone francophone en général, on est extrêmement formaliste. Mais ça veut dire aussi que les gens sont très méthodiques. Et donc, lorsque la start-up a pris du démarrage et lorsqu'il y a un produit maintenant, la start-up qui a une fondation légale un peu plus solide a plus de chances à la fin que la start-up qui avait peut-être le produit a pu le vendre rapidement et puis il faut aller enregistrer la société, il faut s'occuper des impôts. Et donc, il y a du pour et de contre des deux côtés, mais c'est la différence principale que je vois, moi, des deux côtés. Encore, je me fais avoir. Merci beaucoup. On a très peu de temps, mais quand même, je voulais que Kadissa peut-être partage une ou deux questions qui viennent du public, toujours très nombreux. Effectivement, Daniel, on a beaucoup de questions. Je vais prendre la question de Faisal Amour, plutôt pour Laurine cette fois-ci. Faisal nous demande comment on passe du secteur financier private equity en Afrique au secteur de la mode. Principaux challenges en tant qu'entrepreneur, comment leverager cette expérience au service de la mode? Alors, je précise juste que Faisal est mon ancien collègue, que j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec lui et que je suis ravie de le revoir sur cette conférence. Cher Faisal, je ne sais pas en fait quand on passe du private equity au secteur de la mode, puisque ce que je fais, c'est du private equity dans la mode. Donc, je suis toujours dans le private equity. J'ai juste changé de sous-jacent que je trouve beaucoup plus fun et créatif que mes banques, que je chéris tout autant. mais plus sérieusement, non, c'est une formidable aventure. Et puis pour revenir sur cette conférence, moi, je pousse tout le monde qui a au fond de soi un petit rêve à aller jusqu'au bout, à le réaliser. Parce que moi, je vois le bonheur que ça me procure d'avoir lancé Birimian, qui était en fait un rêve, un concept, une idée il y a 4 ans que j'ai maturé et qu'aujourd'hui est devenu une réalité avec un vrai business case, mais aussi une vraie raison d'être et une vraie mission. Alors, on n'est pas la Croix-Rouge, mais donc on a quand même des retours sur investissement. Mais derrière, on a de l'impact tout en rendant du retour à nos investisseurs. Et moi, je me retrouve dans un alignement parfait avec mes valeurs, mes missions, mes passions. C'est formidable. Donc, la meilleure manière de se réaliser, c'est de croire en ses rêves et d'aller jusqu'au bout. Donc, bon, honnêtement, si je devais avoir un mot de la fin, ce serait ça. Chacune a en nous ce rêve qui la fait vibrer
il nous appartient de le réaliser et de mettre tout en œuvre pour le faire. Et une fois qu'on y arrive, c'est juste magique et magnifique. Des belles paroles. Voilà, c'est ça, j'espère que j'ai répondu. Pardon, Laurie, bravo. D'autres questions, Kadissa? Oui, on peut prendre aussi une autre question pour Esther Bassanou. Donc, comment les femmes peuvent-elles avoir accès au financement de AFAWA? Cette question s'applique aussi à Laurine parce qu'on a une autre question qui demande comment est-ce qu'on pourrait intégrer en fait Birimiane. Pour AFAWA, c'est simple. On travaille particulièrement avec les institutions financières et notre objectif, c'est d'être présent dans tous les 54 pays d'Afrique dans les 5 prochaines années. On a un objectif de 5 milliards de dollars de financement facilité aux femmes entrepreneurs, mais on incite les femmes entrepreneurs à se rapprocher des institutions financières, que ce soit des banques commerciales ou des institutions de méso ou de microfinance. On vient de mettre en place, et il est en fait live, comme on dit déjà sur les marchés, un système de garantie qui permet justement d'accompagner les institutions financières dans le risque qu'elles prennent en décidant justement de financer les femmes entrepreneurs. Et en plus de ça, si vous voulez, ce mécanisme de garantie est accompagné aussi de l'assistance technique, aussi bien pour les institutions financières elles-mêmes, donc comme je disais tout à l'heure, pour nous assurer justement que, elles comprennent le marché féminin, pardon. 2, qu'on puisse adresser toutes les questions de biais inconscients en justement sensibilisant les banquiers à ce niveau-là et en leur permettant de customiser leurs produits et les services qu'ils offrent aux femmes entrepreneurs. Et aussi en accompagnant les femmes entrepreneurs justement dans une meilleure gestion de leur entreprise. Et ça va, comme Laurine le disait tout à l'heure, de la vision de cette entreprise. Ce n'est pas juste une petite activité, mais jusqu'où est-ce qu'elle peut aller à comment est-ce qu'on monte un projet bancable, comment est-ce qu'il faut communiquer son produit ou son entreprise, etc., etc. Mais tout ça, c'est fait en collaboration avec les institutions financières parce que tant qu'on est en train de le faire en aparté, le financement ne se passera pas. Donc voilà, la meilleure chose en fait pour accéder à AFAWA, c'est de vous rapprocher de vos institutions financières. Merci beaucoup. Peut-être une toute dernière question avant que je conclue. On m'a demandé de parler 5 minutes sur mes conclusions à moi. Alors, Kadissa, une autre question du public? Non? On ne l'entend pas. Elle ne répond pas. Bon. C'est bon. Une autre question. J'ai vu dans le chat, j'ai vu dans les questions-réponses, il y avait quelqu'un qui a posé une question sur le mentorat. Comment soutenir ces femmes? Il y a énormément de programmes qui existent pour soutenir les femmes entrepreneurs. Je vais parler de AWEC, donc the African Women Entrepreneurship Cooperative, qui a tout un programme de formation, de soutien et de mentorat. Il y a le Sherry Blair Foundation for Women, qui a aussi un programme de mentorat qui fait 1 an, qui est très suivi, avec un accompagnement, surtout pour l'Afrique subsaharienne, de trouver des mentors dans le même pays. C'est important, surtout même dans la même ville si possible, parce qu'ils comprennent le contexte, parfois quand c'est des mentors hommes. Il y a VC for Africa, VC4 Africa, qui est un programme en ligne où on peut demander à des mentors. Dans les hubs, les membres de AfriLabs et de Afrique-Innov, il y a un programme en ligne de matching de mentors à entrepreneurs. Donc, il y a beaucoup de programmes. Il faut juste aller en ligne, il faut fouiller, aller sur Twitter, aller sur Google pour vous renseigner et ces ressources sont disponibles. Voilà des renseignements très pratiques. Merci beaucoup, Rebecca. J'aimerais ajouter aussi que Christian, tu m'as parlé du fait que tu accompagnes une fintech africaine pour sa levée de fonds et elle est sur le point d'être financée.
par une ancienne dirigeante d'une entreprise du CAC 40 français. Et c'est une grande première. On a hâte d'entendre des bonnes news de ce côté-là. Bon, après ce soir, personnellement, je me sens résolument optimiste. Vous, femmes entrepreneurs qui réussissent en Afrique, vous êtes des exemples pour le monde, loin des clichés qui décrivent les femmes africaines comme des êtres fragiles, sous-éduqués. Les chiffres écornent l'image traditionnelle qu'on a. On a parlé des 24% de femmes africaines en âge de travailler qui sont entrepreneurs. Ces femmes participent largement au développement du continent en réinvestissant 90% de leurs revenus dans l'éducation, la santé. Mais il manque peut-être des role models, comme on dit en bon français, des inspirations pour les jeunes pousses start-upeuses comme vous êtes. Donc, moi, j'espère parmi les centaines de gens qui nous ont suivis, je pense que c'est un record pour un événement HEC cette année, cet Africa Days numéro 4. Il y a des femmes qui se sont inspirées des 4 femmes ici autour de notre table virtuelle, ainsi que l'homme qui nous a aussi accompagnés grâce à son expérience et sa vision du continent mère. Moi, j'aimerais ajouter une autre inspiratrice qui viendra peut-être un jour à HEC pour une autre Africa Days. Elle est surnommée Mama Cheers. Elle a fondé et elle dirige The Light Uganda Limited. Je parle de Julian Omala. J'espère qu'il y a l'image que j'ai envoyée plus tôt qui va se mettre à l'affiche. Elle vient d'être nommée finaliste du prix de la CNU-CED, cet organe des Nations Unies qui a pour but d'aider les entreprises, principalement les PME. Elle est là au milieu avec un grand sourire. Je voulais que vous le gardez ça en tête à la fin de cet échange. Et donc, c'est cette idée d'aider les pays en développement à tirer le meilleur parti des possibilités de commerce et d'investissement et développement qui s'offrent à eux. Et je pense qu'elle peut inspirer beaucoup de personnes. Donc, Mama Cheers, santé. Et puis après, on se demande, est-ce qu'elle a vraiment besoin de cette aide? Le gouvernement ougandais vient de lui accorder 10 millions de dollars pour construire une usine de jus de fruits frais qui favorisera l'agriculture durable et évidemment améliorera le niveau de la vie de sa communauté. Mama Cheers a connu un succès fulgurant dans son secteur. C'est l'une des femmes entrepreneurs les plus primées d'Ouganda, tant au niveau national qu'international. Elle est engagée dans des valeurs que vous partagez toutes, je pense, et tous, l'autonomisation des femmes qui permet le caractère inclusif de son entreprise. Et cependant, quand elle a créé Delight Uganda il y a 25 ans, elle ne connaissait pas grand-chose à la gestion d'entreprise. Elle a eu un soutien du programme Empretec des Nations Unies pour acquérir certaines compétences nécessaires à tout entrepreneur prospère et ambitieux. Et espérons que les énergies, les expériences et le dévouement que les participants vous avez montré pendant votre parcours et aussi ce soir puissent aussi mener de tels programmes pour hisser les talents féminins que nous savons tous existent en Afrique. Je voulais donc vous remercier tous et je me remets dans les mains des organisateurs. Je ne suis pas sûr si Nicholas Norbrook est là pour aussi conclure en anglais ses réflexions sur cette journée, cette Africa Days. Merci. Alors, les organisateurs, Anne. Merci Daniel. Palais, tu veux prendre la parole? Je veux bien prendre la parole. Je pense que Nicolas Snowbrook est là pour faire son mot de fin. Yeah, Nicholas, if you're here. I'm here, yes. For your closing words. Thanks very much. It says I'm unable to start video because the host has stopped it, but if you can hear me, maybe that's enough. So, I mean, the panel we had was absolutely fascinating.
for me, and I hope it was for all of you listening too, it was a chance really to think about what the pandemic has done in terms of changing mindsets. We heard about some of these big fights which are coming down the pipe. For example, the fights between China and the US, the fights over regulatory standards, the potential penalties that African companies may face from, for example, new European legislation around carbon standards and carbon taxes. We also had an incredibly passionate and well-founded intervention from Tian Yang, who is a very impressive person because he is actually walking the walk, as well as talking to Barack Obama. He is going to set up farms in rural Senegal. He's not just appearing on panel discussions to talk about it. And I think that's incredibly valuable. And if this day, and there will be many positive ramifications from this event, but if one of the things I dearly wish is that members of the diaspora can sort of be inspired in a way that positive change, it often does require you to put your boots on the ground. But I think Africa will benefit from an amphibian class of diaspora who is moving between capital-rich and skill-rich parts of the world and parts of Africa which could dearly use it and will also employ it to fantastic effect. We also heard, and it was encouraging again, was also exporting most of the rice that Africa eats today. Political, corruption, governance issues, these are not destiny. These are things which are being pushed back against very hard and which have to be a part of the conversation, especially when you have hold-on presidents and administrations and incredibly young populations. This is something that's going to change very, very quickly, and it can't change soon enough. We had the demographic transition that Africa's currently undergoing also talked about, especially when we talk about energy. The energy demands for Africa are just incredible. But I felt at least we pointed to solutions and not just problems. Thank you very much. Thank you so much, Nicholas, for time spent with us this night. So I think now the floor is for Kadisa too. Kadisa, la parole à toi pour tes mots de fin. Merci beaucoup, Palais. Merci à tous nos intervenants pour ces discussions intéressantes qu'on a eues aujourd'hui. Merci aux participants aussi d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à rester connectés sur les réseaux de Share Africa pour être tenus au courant du programme du Forum de juillet. Et voilà, abonnez-vous et n'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions. Le live sera rediffusé en direct sur YouTube pour que vous puissiez avoir accès en replay. Merci beaucoup. Allez, quant à nous, nous voulons dire infiniment merci à Share Africa pour ce partenariat que nous avons pu tenir jusqu'au bout. Nous avons pu organiser cet événement donc par la grâce de ce partenariat. Nous vous remercions infiniment et nous voulons que vous transmettiez nos mots de remerciement à l'endroit de votre directeur général également. Également, quelques mots de remerciement à l'endroit de la Grande École qui a participé à l'organisation de cet événement. Nous voulons particulièrement dire merci à la direction internationale des affaires internationales de HEC, avec toutes ces équipes, Madame Gabriela en tête, qui ont participé et qui nous ont coordonnés sur l'activité et nous sommes arrivés au bout aujourd'hui de cet événement. Enfin, un grand mot à toute l'équipe MBA. Je vais citer comme ça Jean-Pierre Godem, donc, qui est du Bénin, Williams Demanou, qui est du Cameroun. Nous avons Solapé, qui est du Nigeria. Nous avons Willem, qui est de l'Afrique du Sud. Nous avons Othman, qui est
du Maroc. Donc, cette grande équipe a participé à pouvoir donc arriver à cette fin aujourd'hui avec ces activités. Et que dire de cette grande foule? Nous avons eu aujourd'hui environ 300 personnes qui ont été connectées à travers toutes nos plateformes, et nous voulons dire merci pour cette participation et ce qui démontre d'ailleurs de la volonté d'une grande partie de la population africaine à voir l'Afrique évoluer et aller de l'avant. Enfin, standing ovation aux keynote speakers, M. Carlos, M. Tion Niang et les 5 fantastiques speakers sur le sujet de l'entrepreneuriat au féminin. Nous saurons vous remercier de ce temps que vous avez bien voulu passer avec nous. Donc, la 4e édition arrive donc ainsi à sa fin. Nous vous disons ainsi merci pour toute votre participation. Nous pensons que la 5e édition aura certainement des sujets plus intéressants, que ce soit M. Carlos Lopez, M. Tion Niang et les 5 autres panélistes donc, sur le sujet de l'entrepreneuriat féminin. Le sujet du financement donc, en Afrique a été débattu en long et en large. Nous pensons que il y a des questions à se poser. Comment financer l'Afrique par des Africains? Comment penser à des modèles de financement qui soient adaptés au développement de ce continent? Voici des sujets que je pense seraient intéressants à regarder sur donc, les Africa Days 5e édition. Je vous remercie et à nous revoir pour la 5e édition. Au revoir, merci.